Aiglemontais. Depuis plusieurs mois, des personnes dévouées à notre commune avaient pour but de présenter une liste alternative à l'équipe municipale en place. Dans un premier temps, il s'agissait de groupes épars travaillant sans concertation entre eux. Puis vint le temps de la rencontre, de la confrontation d'idées et de recenser les attentes de la population. Après analyse, les deux principaux leaders ont, avec leurs partenaires, synthétisé un programme commun et finalisé une liste apolitique de candidates et candidats de tout horizon et toute formation décidée à être au service de la commune. Ils ont pour projet de mettre fin à des dépenses de prestige au détriment des urgences du quotidien de la population. Le beau côté de certaines réalisations sublimées par une communication officielle travaillée et enjolivée masque la réalité. Une partie non négligeable des contribuables est abandonnée. Même si de belles promesses et des contre-vérités à l'avantage de l'équipe sortante vous sont distribuées sur papier glacé, notre ambition est de vous faire découvrir la face cachée de la politique communale. En quelque sorte, le revers de la médaille. Bonjour Jean-Pascal Gérardin, bonjour Jean Petronio. Au mois de janvier 2014, vous avez appris dans un article de l'Ardennais daté du 7 que le maire actuel annonçait officiellement son intention de briguer un nouveau mandat. Vous êtes actuellement co-leader d'une liste alternative à Aiglemont. Vous êtes présent aujourd'hui pour nous expliquer les raisons de votre candidature. Par rapport à l'endettement de la commune d'Aiglemont, que pouvez-vous nous dire sur l'état des lieux financiers et économiques? Ce qu'on peut dire, c'est que de la 5e plus basse pression fiscale avant 1995, nous sommes devenus la 2e commune du département la plus endettée. Déjà, nous sommes passés d'une dette de 2001 à 2012 qui était multipliée par 15. Bon, pour ne pas embêter les gens avec les chiffres, mais bon, il faut quand même savoir qu'on était à 400 000 € d'emprunt de la commune en 2001 à plus de 6 millions maintenant, ce qui représente à peu près de 300 € d'emprunt par habitant avant l'équipe municipale en place, à plus de 3 800. Vous soulignez une augmentation excessive de la dette. Est-elle justifiée? Peu de choses sont vraiment très justifiées, parce que la dette de la commune aujourd'hui, elle a été répartie sur l'avenue Rimbaud par exemple, qu'on appelle aujourd'hui l'avenue des Champs-Élysées, hein, dans Aiglemont, hein, il ne faut pas se leurrer, quoi. Par exemple le pôle scolaire, enfin il y a l'école primaire et maternelle, aujourd'hui on sait que c'est vraiment obsolète, il y a vraiment énormément de problèmes et ça n'a pas été résolu. Il y a eu une salle de musique aussi, un dojo. Là par contre on peut se poser toujours la question au niveau de leur construction, à quoi servent-ils réellement? L'achat de locaux, de maisons qui ont été préemptés alors que des habitants pouvaient venir en plus dans la commune, et on pense que des préemptions pour faire par exemple un gîte rural dont on vient d'entendre encore un emprunt de 480 000 € plus l'achat de ce gîte de 185 000 € de 2009, donc pendant 5 ans, c'est un gîte, une maison qui n'a servi à rien, comme beaucoup de locaux, comme beaucoup de maisons, on paye en plus des impôts dessus, donc on va encore dans la démesure, et où va-t-on s'arrêter si nous ne l'arrêtons pas? Un gîte en bordure de route qui coûte quand même plus d'1,5 million d'euros, quoi. Aujourd'hui, il faut le savoir, quoi. En effet, de plus, de nombreux biens immobiliers ont été achetés, voire préemptés dans la commune. Ces biens immobiliers sont laissés aujourd'hui à l'abandon. Il y en a pas loin d'une dizaine, hein, depuis presque une dizaine d'années, avec des pancartes, des panneaux alloués Foncia depuis plusieurs années. Et et dont on paye frais, encore, voilà, et dont on paye les emprunts, les impôts fonciers, ouais. l'assurance et tout le reste, hein. Et des logements laissés à l'abandon. Et de plus, ces logements ont été préemptés, donc il y aurait eu à la place de ces logements vides, inoccupés aujourd'hui, des habitants, de nouveaux habitants dans le village. Et là, c'est une double punition pour la commune, en fait. Et certains locaux qui ont été achetés, qui ont été surcotés aussi. Donc ce qu'il faut, c'est vendre ces biens immobiliers, les vendre à perte, puisque on sera obligé, je pense, de les vendre à perte, hein. Vu l'état, on ne pourra pas faire autrement. Mais par contre, le résultat de la vente pourrait nous permettre, sans refaire d'emprunt supplémentaire, d'acquérir des choses utiles à la commune.
Pour juguler la dette, qu'envisagez-vous et quels sont vos projets? Tout d'abord, il faut bien savoir qu'on n'arrivera pas à faire baisser les impôts. La première chose, la maîtrise et la stabilité. Selon vous, quelles seraient les causes de la forte progression de l'endettement? Justement, par rapport à la dette de la commune, il n'a jamais été question que nous ne faisions rien, quoi. Donc il y a des choses à faire, des choses qui n'ont pas été faites, des choses qui étaient prioritaires. Et par exemple, par rapport à un pôle scolaire, hein, puisque l'école maternelle et primaire aujourd'hui reste complètement obsolète. Un COSEC, par exemple, également pour le football et une salle multi-activités. Finir les rues qui sont promis depuis 20 ans, genre l'avenue Charles de Gaulle, la rue Mermoz, la rue Légnol, qui depuis 20 ans sont au programme de l'équipe en place actuellement, et que là on nous fait croire qu'elle est démarrée parce qu'il y a eu quelques petits travaux. Ça c'était vraiment la priorité, et ça n'a pas été fait en fait. Par rapport à certaines rues, qui eux ont été refaites plusieurs fois, la rue Rimbaud, qui est devenue presque les Champs-Élysées du département. Mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Voilà. Avait-on besoin de ça? Franchement, avait-on besoin de ça? Et si on peut aller plus loin, il y a une piste cyclable. Pour qui? Pourquoi? On met des bancs qui regardent passer les voitures. Excusez-moi. Derrière, on prône d'avoir un département nature. Derrière, il y a une belle vallée. Et nous, on regarde avec le mont, on regarde passer les voitures. Le fleurissement de la commune, je pense que c'est important pour tout le monde. Les gens aiment le fleurissement. A-t-on besoin de se battre vraiment, réellement, pour une 4e fleur? Sachant qu'une 2e ou 3e fleur, c'est déjà pas mal. Par rapport à la salle multi-activité, ça serait plutôt une salle de type COSEC, ce qui manque cruellement dans notre village, par rapport à un dojo, une salle de musique. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a pas de salle pour les jeunes du football club d'Aiglemont, par exemple, l'hiver, s'entraîner, enfin les jeunes ou les moins jeunes, hein, les U15, les U17, les U19 ou les seniors. Et puis également, par rapport aux jeunes de l'école d'Aiglemont, hein, quand ils font du sport, ça serait aussi une salle multi-activité type COSEC, salle vraiment de sport, quoi, qui manque cruellement. Et on a fait un dojo, et pour vraiment un club de Jiu-Jitsu qui n'est pas reconnu jeunesse et sport. Tout en précisant aussi que la salle de musique n'appartient plus vraiment à la commune. Elle est gérée par l'agglomération de communes. De nouveaux logements sont annoncés par la municipalité en place. Où en est ce projet? Pour l'instant, on nous a annoncé que le lotissement était sorti de terre. Comme vous pouvez le voir sur certaines images. On cherche toujours où sont les premières fondations. C'est un lotissement qui a coûté plus de 10 années de procédure juridique pour l'acquisition des terrains. Est-ce que ça en valait la peine? Dès l'instant qu'au départ, le premier projet devait compter une cinquantaine de maisons, et qu'à l'heure actuelle, on arrive à 85 ou 86. Pour des terrains d'une valeur de plus de 110 € le mètre carré et d'une surface de 350 mètres carrés. Maintenant, on pose la question à l'équipe en place actuellement, qui va pouvoir acheter ça? Tout en sachant que des terrains constructibles dans la commune, il y en avait énormément à d'autres endroits où il n'était pas nécessaire d'exproprier les propriétaires de ces terrains et de lancer de telles procédures judiciaires qui ont coûté énormément d'argent à la commune. Que pensez-vous du programme de l'équipe sortante? On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites par rapport à ce qui est écrit. On va dire les chaudières mises en place, soi-disant, alors qu'actuellement, seules les fondations sont posées. Par rapport au premier employeur de la commune, le pôle de santé, alors que ce sont des professions libérales et que ce sont uniquement des privés, et qu'il y a très peu de personnes qui habitent sur la commune proprement dite. En fait, toutes les professions libérales qui exercent au pôle de santé sont des gens qui habitent extérieurs de la commune, à part l'orthophoniste, je crois. Et je pense plutôt que le premier employeur de la commune, c'est la mairie. Que comptez-vous apporter par rapport au programme de l'équipe sortante? Par rapport à notre projet de pôle scolaire, ça va en fait avec la réforme des rythmes scolaires. Hein. Ça c'est une priorité pour notre campagne et pour notre équipe municipale pour l'année prochaine. Il y a énormément de parents qui sont dans le flou par rapport à cette réforme, et nous on envisage quelques possibilités par rapport
cela. De là, à long terme, la construction d'un nouveau pôle scolaire, comme aussi la construction d'une salle multi-activités qui regrouperait les animations scolaires, sportives. Le centre du village également, parce que le centre du village se meurt peu à peu. En fait, c'est vrai que l'idée du pôle de santé, nous, on ne vient pas là-dessus, elle n'était pas mauvaise, hein, on n'est pas contre. Hein. Bon, par contre, le pôle de santé, il est assez excentré. Aujourd'hui, dans le centre du village, voilà, il n'y a plus rien, quoi. Tout se meurt. Et justement, je pense qu'il y a des possibilités, enfin, nous pensons qu'il y a des possibilités par rapport au commerce existant pour pas justement qu'il meure ou en créer d'autres. On va favoriser l'accès à la propriété avec des prix raisonnables de terrain, des surfaces raisonnables de terrain, rétablir l'exonération de la taxe foncière temporaire. Quand on voit que tous les villages aux alentours, eux, l'appliquent, pourquoi nous, le conseil municipal en place, ne le fait pas ? Et au niveau de la sécurité, que comptez-vous faire ? Au niveau de la sécurité, bien entendu, comme tout se développe actuellement partout en France, l'acquisition, la pose de caméras vidéosurveillance. Oui, parce que c'est vrai qu'en ce moment, ces 6 derniers mois dans Aiglemont, il y a énormément de cambriolages, énormément d'infractions. On entend très peu parler, il n'y a même pas un article dans le journal, il n'y a rien du tout. Peut-être pour nous faire croire qu'il fait bon vivre à Aiglemont. Sûrement pour nous faire croire qu'il fait bon vivre à Aiglemont. Et ça touche vraiment tous les coins du village, hein, que ce soit le fond de l'Épine, enfin ce qu'on appelle le fond de l'Épine, le centre avec le lotissement Manicourt, la gare, le haut d'Aiglemont. Il y a vraiment une insécurité aujourd'hui dans le village. Notre intervention touchant à sa fin. Notre équipe souhaite vous représenter dans le but d'apporter un réel impact grâce à l'instauration d'une démocratie locale. Merci et bon vote. Moi, je suis super attentive à ma ville. Alors, quand il y a du neuf pour l'élection du maire, j'ouvre l'œil. Maintenant, dans les communes de 1000 habitants et plus, un seul et même bulletin de vote présentera 2 listes de candidats. Une pour les candidats à l'élection municipale et une pour l'élection des conseillers communautaires. Vous savez, les élus qui gèrent la coopération intercommunale, comme le ramassage scolaire ou le traitement des eaux. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça vraiment important. Du coup, ça me donne encore plus envie d'aller voter. 23 mars, 30 mars, élection municipale. Oui, je vote.